L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités au cours de l'émission, vous aimeriez consulter les textes ou encore avoir les coordonnées de nos intervenants, nous vous invitons à contacter notre organisme par téléphone au 709-757-2828 et vous pouvez aussi visiter le site web de la FFTNL à www.francotnl.ca. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Je m'appelle Mary Barry et aujourd'hui je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. Bonjour Mary. Bonjour Paul. Et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, vous allez entendre les voix de 4 collaborateurs qui nous ont aidés de mettre ensemble notre programmation pour la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Et aussi, on va entendre la voix du public dans les Vox Pop que nous avons fait en descendant dans les rues de Saint-Jean-Terre-Neuve pour chercher les commentaires des gens. Le thème de la campagne 2013, c'est « Nous avons tous un rôle à jouer ». Et le sujet aujourd'hui, c'est le rôle des proches. Que faire? Quand intervenir? La violence touche des citoyens et citoyennes de tout azimut. Le fait de maintenir une vie sociale et, dans le cas des aînés en particulier, de rester actif, réduit les risques de se retrouver seul dans une relation de violence. Gardez un contact régulier avec des personnes qui vous appuient et qui respectent vos décisions. Connaissez vos droits. Toute personne a le droit de vivre en sécurité et d'être à l'abri de la violence chez elle ou au sein de sa collectivité. Tendez la main à d'autres personnes âgées qui sont peut-être seules. Votre argent et vos biens sont votre propriété, non celle de votre famille. Conservez en lieu sûr vos données financières et autres documents importants. Dites-le à une personne de confiance. Les gens de votre communauté ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Comment ça se fait qu'il y a 15 000 $ d'achat sur la carte de crédit? C'est impossible. Quand on a passé la carte à Eric, là, c'était juste pour la réparation du frigo, non? Ça se peut-tu que... Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Je mérite pas ça. Il me semble que je fais mon travail comme il faut. Il a beau être le patron, là. Il a pas le droit de me traiter comme ça. Il me semble. Penses-tu vraiment qu'on va aller payer cet argent-là pour des soins particuliers à la maison? Part de ça, on va aller le voir toutes les semaines, le père. Il est encore bien correct. Ces propos vous touchent? Il y a sûrement d'autres solutions. Une chose est sûre, on est tous concernés. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, vous propose 5 émissions spéciales qui traiteront de ces sujets douloureux. Du 22 au 26 avril prochain, à 16h30 tous les jours sur les ondes de votre radio communautaire. Soyez-y! Alors, hier, nous avons discuté l'impact plutôt négatif que les proches exercent sur les victimes, mais aujourd'hui, on discute encore le rôle des proches, mais d'un point de vue plus positif. On commence avec une question. Pensez-vous que les proches des victimes ont un rôle à jouer pour améliorer ou dénoncer ces situations? Bien sûr, parce que lorsque tu es proche de quelqu'un, habituellement, c'est un lien soit familial ou amical ou sentimental qui te réunit et c'est sûr que tu peux pas laisser ces personnes-là être abusées par un système ou quelqu'un, quoi que ce soit. Je viens du Québec et 42% des gens à Montréal, probablement un petit peu moins peut-être en région, vivent seuls, par choix ou par obligation. Donc, et le taux de natalité ne permet même pas de compenser le taux de mortalité.
Donc, il y a de moins en moins d'enfants, de moins en moins de conjoints. Donc, c'est l'État, normalement, qui devrait se substituer en fin de vie à cette lacune-là. Et présentement, en tout cas, moi, je le vois. Pensez-vous que les proches des victimes de négligence ou d'abus, ils ont un rôle à jouer pour améliorer ou dénoncer ces situations? Les proches. Les proches des gens qui sont victimes, oui, bien sûr. Je pense qu'il faut parler de ce sujet. Oui. Mais tu vois, on vient d'écouter plusieurs points de vue, mais c'est un dilemme, effectivement, parce que il y a tellement de monde qui vivent maintenant toute seule. Qui est proche à ces gens-là? Je veux dire, c'est pas comme auparavant, il y avait autant de frères et sœurs, il y avait des grands-mères qui habitaient dans le foyer. Il y avait même des fois des cousins qui étaient toujours... On connaît ça, surtout même à Terre-Neuve, dans les petits villages. Avant, il y avait un paquet d'enfants autour. Maintenant, ce n'est plus ça. Alors, je vois ça, le problème, c'est que comment on va même savoir que la personne est menacée, parce que on parlait hier du fait que l'univers devient de plus en plus petit. Alors, c'est ça. Il y a d'autres cultures aussi où, je me souviens quand j'habitais à Vancouver, les Chinois restaient plusieurs générations restaient ensemble, mais ce n'est plus pareil non plus. Non, c'est vrai. Un des grands défis de notre société, c'est de créer des vraies communautés. Alors, et c'est clair que les proches des victimes ont un rôle à jouer. D'ailleurs, Marc Coulombe nous en parle. Tu vas jouer un gros rôle. Quand on parle de quelqu'un, un aîné, il faut qu'on protège ça comme on protège nos enfants. C'est une personne. Ils ont le droit d'être protégés et ils ont le droit de vivre sans l'abus. Juste comme un jeune, juste comme nous deux ici, tout le monde ils ont le droit d'être protégés de l'abus. Pourquoi qu'on ne protège pas nos aînés? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est beaucoup plus facile de gérer dans le public une sympathie pour les jeunes, mais pas aussi facile de sensibiliser le public en général aux besoins des aînés? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je pourrais dire ça, parce que je crois moi-même que la mentalité du public, sont assez vieux pour savoir meilleur. Mais ça, c'est pas tout le temps le cas. Et je crois des fois, qu'est-ce qui arrive? Et c'est le monde qui sont capables de... c'est comme une fraude. Ils sont capables de faire une fraude sur une personne qui est âgée parce que c'est facile. Donc, faut tout le monde prenne parti pour protéger les aînés, comme les enfants. Oui, c'est comme l'image d'une jeune, c'est plein de joie, c'est le futur, on parle du futur et tout ça. Mais les aînés, c'est une différente image. Hein. Ce sont des gens qui ont fini leur travail de vie. Maintenant, on est dans la retraite et peut-être c'est en termes de la publique, les ressources financières, les ressources du gouvernement, etc., c'est un peu plus difficile d'encourager ce secteur de la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on regarde ça comme les Autochtones regardent leurs aînés. C'est l'expérience, c'est l'intelligence, c'est du monde qui sont capables de nous éduquer pour continuer dans notre vie. Comme un homme, il m'a dit une fois, la journée que tu arrêtes d'apprendre des nouvelles choses, c'est la journée que tu meurs. OK. En parlant de la procédure de contacter la police, par exemple, à quel moment? C'est quoi le bon moment pour un ami ou un proche de la victime de vous contacter?
il n'y a pas un bon ou un mauvais moment. C'est une fois que vous avez l'information ou que vous croyez que la personne est une victime d'abus, c'est le temps d'appeler la police. Et aussi, comme ami ou comme un membre de famille du victime, c'est bon d'encourager qu'il parle avec la police. Mais existe-t-il des cas où il n'est pas approprié de vous contacter? Moi, je dirais non. La création et la présentation de cette émission a été rendue possible grâce à la participation du ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, avec l'apport du Centre national de prévention du crime. Nous aimerions aussi remercier la Gendarmerie royale du Canada, le Réseau de prévention des abus aux aînés de Terre-Neuve et du Labrador et la Coalition contre la violence pour leur aide et leur soutien précieux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous avons tous un rôle à jouer. Au nom de tous les membres de notre communauté, un gros merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mary Barry et je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. On est en train de parler de la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Juste pour revenir au sujet d'appeler la police, quand est le bon moment, où Marc a dit que c'est toujours important d'appeler quasiment tout de suite. Je veux juste mentionner que encore une fois, c'est pas toujours évident. Ça dépend, surtout dans les situations domestiques. Si on vit avec quelqu'un qui est vraiment violent, qui non seulement nous menace et nous contrôle 100%, là, si on fait cet appel-là, on peut mettre notre vie carrément en danger. En danger, oui. Voilà. Et une personne si agressive va pas trouver cet acte très, très le fun, non? Alors, ça peut provoquer encore plus la situation et ça peut être encore plus difficile pour la personne de s'en sortir. Encore une fois, c'est la peur. Alors, c'est une situation pas mal compliquée. Hein? Très compliquée. Alors, pour notre prochain Vox Pop, j'ai posé la question, si vous étiez témoin d'une situation d'abus ou de négligence, que feriez-vous? Écoutons les réponses. Ben, je ne dirais rien à la victime tout de suite. Si la victime m'en parlait, je donnerais des conseils parce que je sais où aller maintenant. Je dis, pour aller à ce centre-là, si c'est très grave, il faut aller à la police. Ou même en parler à un médecin, sociologue, travailleur social. Je donnerai des conseils si on me le demande. Ça dépend de quelle sorte de situation. Si c'est un abus physique, premièrement, veux pas, il faut que tu fasses certaine que c'est une situation que toi, tu es en sécurité. Tu dois pas te mettre, toi, comme personne, en danger juste pour protéger une autre personne. Mais c'est une situation que je peux facilement arrêter sans me mettre en danger. C'est certain que je ferais n'importe quoi pour arrêter l'abus envers l'autre personne. Si vous étiez témoin d'une situation d'abus ou de négligence, que feriez-vous? J'espère que j'aurai le courage de parler à quelqu'un, mais moi, je ne sais pas si je peux le faire. C'est honnête. Oui. Alors, si c'est un enfant, je contacterai directement les services sociaux. Après, ça dépend du type de situation. Si c'est au sein d'un couple, je dirais de contacter la gendarmerie ou la gendarmerie royale directement. Si c'est plus un employeur
j'enverrai le collègue ou la personne en question vers le syndicat ou voir si dans l'entreprise il y a une structure qui est là pour aider les gens. Je sais qu'à l'université, par exemple, il y a une structure pour toutes les formes d'abus sexuels. Donc ça, je sais où envoyer la personne et je prendrai des mesures immédiatement. J'espère que j'aviserai des personnes qui pourront au moins aider les personnes qui sont négligées ou... Si c'était dans ma famille, je dirais je le dirais à la personne qui est en charge du bien-être de la vieille personne, de leur aider. Sinon, je dirais ça à la police, peut-être. J'espère que j'aurai la confiance de faire un appel ou parler avec quelqu'un, mais je trouve que toutes les histoires que j'ai entendues, c'est que les personnes ont beaucoup de peur de faire quelque chose et beaucoup de difficultés de savoir comment faire leur escape de leur situation et échapper, sortir le situation, c'est ça, oui. Wow, ce sont des commentaires très... Il y a une grande diversité des commentaires. Mais ce que j'ai remarqué, c'était surtout la femme qui parlait, vient juste de parler. Mm-hmm. Elle a mentionné la peur. Je reviens toujours à ça parce qu'on peut beau parler OK, on appelle la police, on appelle un psychologue, on appelle les centres communautaires. Ça, c'est avec une espèce de rationnel qui existe chez la personne qui n'est pas dans la situation. Malheureusement, quand on est victime, on ne peut presque pas avoir cette perspective parce qu'on est pogné encore, c'est une espèce de paralysie. On se sent paralysé un peu. Et alors, je voulais juste ajouter que je pense il faut aussi... il ne faut pas oublier que souvent, quelqu'un qui va avoir ce courage-là une fois, qui va appeler, souvent, il revient. Ils vont retourner à la même situation. Mm-hmm. Puis malheureusement, des fois, ça va être pire, la situation. Alors, je reviens toujours à cette espèce de peur. Mm-hmm. Alors, suffisant à dire que si on est témoin d'une situation d'abus ou de négligence, on se trouve dans une situation pas mal compliquée. Alors maintenant, Connie va nous parler des démarches qu'on doit prendre si on veut faire une intervention. On écoute. Je crois que la chose principale, c'est de croire que oui, ça se passe. Si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe dans leur vie, ils ne l'inventent pas. On ne parle pas de violence de ce genre de situation quand ce n'est pas vrai. C'est très difficile d'en parler et ça prend beaucoup de force de la part de la victime pour en parler. La majorité des femmes vont être battues en moyenne 35 fois avant qu'elles portent plainte pour la première fois. Donc, il y a beaucoup de dommages avant de porter plainte. Et la recherche nous montre que chaque fois dans toute cette partie préparatoire pour que la victime devienne vraiment victime, on dit que les femmes qui ont essayé d'aller chercher de l'aide, mais parce qu'on les juge, on leur dit qu'est-ce qu'il faudrait faire au lieu de les écouter, de les aider.
ces femmes s'arrêtent d'en parler et deviennent de plus en plus isolées et restent dans ces relations violentes. S'il y avait une chose que l'on pourrait faire, d'après vous, pour encourager les personnes à porter plainte, qu'est-ce que ça serait? Il n'y a pas vraiment de réponse simple. Ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait 40 ans que je m'occupe de la violence et tout ce qu'on peut faire, c'est encourager ces victimes à parler, leur dire que ce n'est pas normal d'être dans ce genre de situation et qu'il y a des personnes qui vont s'occuper d'elles, qui vont les croire et qui vont les aider. Elles ne veulent peut-être pas porter plainte officiellement auprès de la police, mais il y a des personnes qui peuvent les aider, leur donner des conseils et les accompagner et leur donner des conseils très utiles pour faire changer cela. C'est très évident que l'écoute est très importante, mais il faut savoir quoi faire aussi. Alors, écoutons notre prochain Vox Pop à ce sujet. Si une personne est née, vous confiez qu'elle est victime d'exploitation financière, par exemple, et elle a besoin de votre aide, vers quelles ressources vous donneriez-vous? Dépendamment de la situation, si c'est quelque chose qui est alarmant, qu'il faut déclarer, à ce moment-là, il faudrait considérer, mais est-ce que je vais... si je ne peux pas parler à la personne qui commet l'abus, par exemple, okay, et je ne peux pas l'arrêter pour une raison quelconque, bien, ça serait la première étape, là, mais sinon, c'est d'aller aux autorités, à la police ou quoi que ce soit pour le dénoncer. Fait que ça dépend vraiment de la situation. Ou si c'est une situation où est-ce qu'il y a de l'aide, et il y a peut-être il y a quand même des services pour l'abus des aînés avec le système des services sociaux, les travailleurs sociaux. Donc, c'est considéré, c'est quelle sorte d'abus. Bien là, on parle d'abus financiers, mais à quelle étape qu'il faut aller. Probablement que des conseillers financiers, soit son banquier, ses institutions financières ou des comptables pourraient probablement leur enseigner comment prendre soin de ses biens pour ne pas être abusé comme tel. Mais c'est sûr, comme on disait tantôt, lorsque ça devient des questions de sentiments, c'est plus difficile à jouer. Et bien souvent, les personnes n'en parlent même pas seulement. Mais seulement que des conseils de les diriger vers des personnes qui ont l'habitude de gérer des finances pourraient probablement l'aider de façon efficace. Pour aider cette personne? C'est un peu difficile, Carl. Je dirais plutôt la police, si c'est sévère. Sinon, peut-être la famille, mais c'est un peu bizarre. Oui. Est-ce que vous connaissez d'autres ressources dans la communauté? Non, je ne suis pas au courant d'autres ressources. La première interviewée, il me paraît qu'il avait une expérience dans le domaine de bien-être social, mais à part de lui, il paraît qu'il manque suffisamment d'informations à ce sujet dans le public en général. Bien sûr, et l'éducation est essentielle parce que, je vais revenir juste un petit second sur la discussion entre vous et Connie tout à l'heure. Disons, la personne qui est frappée 35 fois, et d'ailleurs, je connais 150 histoires comme ça, surtout avec mon expérience avec Iris Kirby, dont je parlais hier. Ouais. Rendu à 35 fois, si je suis quelqu'un qui défend encore l'agresseur et je vais le défendre en disant « Oh, il était fatigué » ou « Il a passé une mauvaise journée » ou « Ça va pas bien dans son travail »
Là, rendu à 35 fois, c'est quasiment... il faut absolument qu'il y ait une intervention. Alors, je vais dire ça tout de suite. En écoutant Connie, ça me fait penser à... C'est vrai, il faut faire une intervention parce que je me souviens d'une amie qui a vécu exactement ça. Et elle avait un ami qui était psychiatre. Et cette personne-là l'a approchée une fois après la 35e fois. Puis elle a dit, tu sais qu'il faut t'en aller. Puis là, la personne a commencé encore une fois à défendre son boyfriend, son chum. Et cette femme-là a dit, si tu t'en vas pas, il va te tuer. Puis elle a dit, ben non, c'est impossible. Puis elle a juste dit ça très, très franchement, là. Elle a dit, on pense jamais que ça pourrait aller jusqu'à ce point-là, mais on oublie que la violence, c'est quelque chose qui augmente. C'est pas quelque chose qui diminue. C'est le contraire. C'est comme une espèce d'accumulation des gestes, le contrôle, la manipulation, puis tout. Puis là, rendu à la 50e fois, on ne sait jamais si la personne va aller jusqu'au bout. Alors, je viens de penser à cette situation-là d'une amie, parce que ça fait déjà longtemps, là, et j'ai pensé à ça. C'est vrai que ça prend quelqu'un qui va forcément dire quelque chose qui va... Là, je m'excuse si je parle trop longtemps, là, mais c'est sûr qu'on a besoin d'écouter puis donner du support et essayer de ne pas toujours avoir des solutions parce que la personne a besoin de sentir appuyée. Oui, un peu de tough love, tu veux dire. Hein? Exactement. Entre l'appui puis le support et l'écoute, si on sait que quelqu'un est vraiment rendu au 35e fois, là, à un moment donné, il faut agir. Oui. Alors, c'est justement ça que Elizabeth Siegel, elle parle de ça dans notre prochaine entrevue. Elle parle de quel moment devrait-on s'impliquer dans la situation et quels sont les signes. Alors, on va écouter. Ça dépend des capacités des aînés. La plupart étant en bon état, sont très vivants. Il y en a peut-être qui ont des capacités mentales diminuées. Et il est obligatoire de rapporter la négligence, surtout dans le cas d'une personne qui n'est plus compétente. Donc, les aînés qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. Lorsque l'aîné est compétent, je pense que c'est son choix. Il faut qu'il décide comment on peut les aider. Lorsqu'ils veulent, ils ont besoin qu'on les aide et jusqu'à quel point. Mais ayant dit cela, je pense qu'il n'y a pas de problème à leur dire « Oh, mais je m'inquiète pour vous, tu n'as pas l'air heureux, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? » Juste simplement pour laisser savoir à cet aîné que quelqu'un est là et peut-être trouver de l'aide et ça peut peut-être faciliter la chose. Quels sont les signes, d'après vous, que les membres de la famille, les proches, les amis peuvent voir et quel rôle est-ce qu'ils devraient jouer pour remédier à la situation? Tous les genres de victimisation, d'intimidation, quelqu'un qui se renferme, qui devient nerveux, qui peut-être que la personne qui est l'auteur de violence veut rester avec eux, ne veut pas les laisser tout seuls. En ce qui concerne la négligence, est-ce qu'ils ont besoin de lunettes, par exemple, ou d'un appareil pour entendre? Est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'ils sont propres? C'est des choses qu'on peut remarquer. En tant que voisin, ami et membre de la famille, vous pouvez et devez agir. D'abord, reconnaître la situation.
Ce n'est pas correct. Sachez reconnaître les indices. Vous avez des doutes? Informez-vous. Nommez la situation. On dirait une situation de violence. Parlez de vos préoccupations à la personne ou à un individu de confiance. Malgré une hésitation, agissez. Vérifiez la situation. Est-ce qu'il s'agit de mauvais traitements? Que puis-je faire pour aider? Posez des questions. Demandez conseil à un spécialiste. Assurez-vous que la personne n'est pas en danger. Merci beaucoup, Mary Barry. Et merci à vous, chers auditeurs. On est rendu à la fin de notre émission. Demain, nous serons ici encore. Et notre sujet sera le rôle des organismes de soutien. Nous remercions tous nos collaborateurs et notre équipe d'aujourd'hui était À la production, Roxane Leduc. À la réalisation et au texte, Xavier Georges. À la technique, Jordan Elliott. Au montage et aux arrangements musicaux, Anarine Thomas. À la traduction, Mireille Thomas. Avec les voix de Sophie Rock, Xavier Georges, Mireille Thomas. de M. Paul Rowe pour l'animation et les entrevues, et moi-même, Mary Barry, qui vous souhaite une excellente soirée et vous remercie d'avoir été à l'écoute.